prépare l'ordinateur. Donc, on va enchaîner avec un prochain volet, avec la thématique étudiée, en fait, qui questionne les méthodes d'enseignement ou l'enseignement en général. Et puis, pour ce volet, j'ai le plaisir d'accueillir 5 panélistes. Donc, Mathieu Cournoyer, qui est cofondateur et directeur créatif chez Principal. Également Éric Cavana, Jacinthe Roberge, Daniel Rubio, et qui sont tous les 3 professeurs en design graphique à l'Université Laval. Et pour terminer, Marie-Blanche Rossi, qui était une étudiante en design graphique à l'UQAM. Donc peut-être, on va commencer avec Mathieu. Je voudrais d'abord peut-être le micro un petit peu. Bonjour. Alors, donc je voudrais d'abord remercier le comité organisateur de la journée. J'ai rarement vu un intérêt aussi important pour un événement comme ça, une journée d'études. Donc c'est très bien réussi. Bravo aussi à l'équipe de design. Je pense qu'ils ont réussi à créer en fait un moment avec cette journée. Donc, pour ma part, c'est surtout le titre de la journée d'études qui m'a interpellé, le design graphique au 21e siècle. J'ai perçu un petit peu le titre comme étant un appel à projet. En tant que discipline universitaire, qu'est-ce qu'on souhaite accomplir durant le 21e siècle? En 2100, que souhaitons-nous pour le design? Nous sommes le 29 janvier, donc c'est un peu la dernière journée pour faire des résolutions, puis j'aimerais réfléchir à des résolutions pour 2100. Nous avons eu plusieurs pistes ce matin. C'est en addition, je pense, à ce qui a été dit finalement que ma présentation est faite. Particulièrement, il y a certains thèmes qui étaient abordés, en fait, qui étaient directement dans la même ligne, c'est-à-dire la notion de reprendre le pouvoir, la vie comme sans silo, un appel au décloisonnement des disciplines là, que j'ai vu cet après-midi. Donc, sans voir le contenu, je sens qu'il y a quand même des liens à faire avec la présentation ce matin. Donc ça m'a rapidement amené à faire une évaluation, une espèce de débrief du 20e siècle et des siècles précédents sur le chemin qu'a parcouru le design. Je parle de design plutôt que de design graphique, car j'aimerais qu'on prenne un pas de recul pour considérer le design graphique comme étant une spécialité du design. Le design, comme toutes les disciplines, a vécu un effet de spécialisation de son savoir à partir du 20e siècle jusqu'à présent, et l'objectif de ma présentation, c'est de faire un état des lieux par rapport aux impacts de cette spécialisation. Je ne suis pas historien, mais je vais rapidement, très rapidement, en fait, passer à travers des jalons importants de l'histoire du design graphique, pour qu'on puisse ensuite discuter de résolutions sur des bases communes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a d'abord raconté des histoires sur les murs. On a conçu des langages de signes pour des besoins de comptabilité puis d'inventaire. On a donc le langage évolué au gré des outils développés, ensuite la production de masse. Puis, un moment quand même important en fait dans l'histoire du design, la Renaissance italienne, environ 15e siècle, où finalement la notion de projet naît, où l'on commence à séparer les moments de conception et d'exécution. On réalise des plans avant l'exécution, on invente la perspective. On crée également des outils qui nous permettent de visualiser formellement des bâtiments dans l'espace, par exemple. Toutes ces innovations ont créé le mot design, en fait, comme étant l'addition de deux concepts, celui du dessin, comme idée, intention, projet, par le dessin, donc par la visualisation ou la représentation. C'est ce que font toutes les disciplines du design à différentes échelles, et c'est ce que fait le designer graphique lorsqu'il conçoit une interface interactive, par exemple. D'abord, il sketch, puis ensuite, il illustre son intention à partir de simulations pour l'informer sur l'interaction qu'il aura avec le produit avant de le réaliser.
Au début du 20e siècle, il y a un personnage qui a particulièrement bien incarné ces liens entre toutes les disciplines du design, Peter Behrens, qui a réalisé l'identité graphique de la compagnie d'objets électroniques AEG, son architecture, sa plateforme publicitaire, sa typographie. Il a également réalisé finalement le design de plusieurs objets qui ont été produits par la compagnie. Il était en quelque sorte l'architecte, le designer industriel, le publiciste, le designer graphique et le typographe, en une seule personne. Donc, il y a eu de très bons apprentis, on dira, mais donc Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, qui deviendra finalement le premier directeur du Bauhaus. On peut imaginer que, de quelque sorte, finalement, qu'il a influencé le caractère multidisciplinaire de la formation au Bauhaus. Tous les étudiants et les étudiantes avaient une formation de base commune, assurant une pollinisation entre les différentes spécialités en design. L'ULM a continué dans la même veine, ayant comme deux fondateurs fortement associés au design graphique, Haute Ecker et Max Bill. Donc aujourd'hui, la plupart des écoles en design graphique revendiquent un lien avec le Bauhaus ou l'ULM. J'ai déjà vu donc, sur le site de l'UQAM se revendiquer également des liens du Bauhaus. L'Université Laval également parle souvent de ces liens avec l'ULM. Or, les deux écoles ont nourri l'aspect interdisciplinaire et multidisciplinaire du design et valoré les échanges. Il me semble que cet héritage a été affaibli durant les 80 dernières années. Il me semble que de retisser des liens pour avoir une discipline du design un peu plus forte serait un bel objectif pour les 80 prochaines années. Donc, pour comprendre le phénomène de spécialisation, prenons un exemple concret comme la médecine, qui est une discipline qui est quand même restée forte pendant son processus de spécialisation. Tout le savoir de la médecine a déjà tenu dans la tête d'une seule personne. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, l'hématologue possède des connaissances que le chirurgien ne possède pas. Donc, mais la médecine est un exemple aussi où le savoir général a tout de même été conservé. Donc, tout médecin spécialiste a également une formation de médecin généraliste. Donc, on ne peut pas en dire autant en design. Donc, le design, pour sa part, évoluait à partir de certaines spécialités qui avaient des bases conceptuelles fortes. Et peu à peu, de nouvelles spécialisations ont émergé, des interdisciplines. Donc, on peut passer à l'architecture de paysage, le design urbain, le design d'interaction sont devenus peu à peu des spécialisations autonomes. Le design graphique a des matières également qui sont en lien avec toutes les échelles du design. L'identité visuelle, la signalétique, le design d'exposition, le design d'interface, l'emballage, par exemple. Donc, certaines matières en design graphique n'ont pas des liens aussi évidents avec les autres échelles du design, mais définissent autant le design graphique, sinon peut-être plus, historiquement, l'affiche, l'édition, la typographie. Le design d'interface et le design d'interaction est peut-être probablement la matière justement qui connaîtra le plus de développement au cours des 80 prochaines années. Tout commence à passer par l'écran, par le développement d'applications, de sites web. On en a parlé, on vient tout juste d'en parler. Mais ce n'est pas clair comment les institutions, finalement, d'enseignement vont prendre le leadership pour mener l'évolution dans ce domaine. Je sens déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là. Avec l'expertise en design d'interaction, développée beaucoup en design industriel, il y a un domaine ici de collaboration possible, justement, avec les autres échelles du design, collaboration féconde qui pourrait exister. Donc, ma première résolution serait peut-être justement de prendre plus de leadership en design d'interface, puis en design d'interaction pour que la culture du design puisse nourrir ce domaine qui a franchement besoin d'être humanisé. L'autre aspect, généralement, le design graphique nourrit quand même peu d'échanges avec interdisciplinaire et multidisciplinaire en éducation avec les autres disciplines du design. Donc, l'identité visuelle, par exemple, aurait avantage à influencer et à être influencée par les discours, par exemple, de la forme urbaine en urbanisme, de la signalétique. Le signalétique et le design d'exposition seraient mieux réalisés, probablement, si les concepteurs graphiques avaient de meilleures connaissances en architecture, en design intérieur, en design industriel. Donc, le design tend à devenir autonome, à avoir un cadre conceptuel différent des autres disciplines, puis donc, ce qui potentiellement peut nuire à l'établissement d'un langage commun avec les autres échelles du design. En société, le design comme discipline mère gagnerait en force et en influence si les designers partageaient des bases communes et un langage commun en design. Donc, c'est ce qui revient également à parler du fameux pouvoir qu'on parlait en début de présentation, mais l'idée d'avoir des regroupements finalement de designers qui sont moins associés, par exemple, à leur discipline, mais davantage de liens finalement conceptuels avec les autres disciplines du design. Donc, ma deuxième résolution serait de valoriser en fait la dimension multidisciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire en design. Ça veut dire quoi? Bien, potentiellement, c'est des pistes, évidemment, mais donc
enseigner l'histoire de toutes les échelles du design dans les cours d'histoire du design qu'on reçoit finalement. Valoriser la connaissance générale en design, on en a parlé beaucoup ce matin, je pense. Valoriser la présence de plusieurs échelles dans les institutions d'enseignement. Valoriser la pollinisation entre les disciplines du design. Offrir une formation de base commune à toutes les disciplines du design. Donc, voilà, en fait, ça fait un peu le tour de ma présentation. Évidemment, ça se veut comme une discussion parce que justement, j'ai entendu beaucoup de belles pistes ce matin, puis évidemment, il y a la volonté aussi du design de s'ouvrir, en fait, à toutes les disciplines à l'extérieur, mais je crois aussi qu'en même temps, nous devons également peut-être nous recentrer et essayer de faire des formations à la fois en design graphique, mais qui sont également teintées des savoirs qui existent dans nos autres disciplines du design. Et évidemment, c'est aussi un appel pour que le design industriel, l'architecture également, puisse profiter également des savoirs qu'on a développés en design graphique. Donc, voilà. Merci. Oui, c'est ça. OK, parfait. Qui l'autre? D'accord. Donc, je continue sur cette lancée, puis on va retrouver des éléments de la fin de ta présentation dans la mienne. Donc, je pense qu'on va être cohérent. Aujourd'hui, je vous présente une réflexion. Une réflexion de groupe, en fait. Donc, c'est une réflexion qu'on a eue avec notre groupe de recherche, Faber Sapiens. C'est un groupe de recherche qui regroupe des chercheurs designers de l'Université Laval. Donc, c'est pour ça que vous voyez plusieurs noms sur ma présentation. Aujourd'hui, je représente l'équipe. J'ai deux collègues qui sont avec moi ici aussi, Daniel Cajarubio et puis Frédéric Lépiné, qui est directeur du bac en design graphique de l'Université Laval. Donc, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de l'importance de la théorie dans la formation des designers graphiques. Comme je vous l'ai dit, nous, on est une équipe d'enseignants, puis ensemble, on cumule, disons, 90 ans environ d'expérience d'enseignement. Donc, bien sûr, c'est un cumul ici, là, mais on trouvait ça intéressant de le mentionner parce que dans notre expérience, on a quand même participé à la diplomation de plus de 2000 designers qui sont maintenant sur le marché du travail. Et puis, on travaille où? On enseigne dans quel contexte, nous? On enseigne tous au bac en design graphique de l'Université Laval et aussi à la maîtrise en design d'interaction de l'Université Laval. Donc, tout ça, c'est un grand continuum d'environ 4 ans d'études où on cumule, voyez-vous, 96 crédits universitaires au bac en design graphique et 45 crédits universitaires à la maîtrise en design graphique. Donc, les étudiants qui font l'ensemble de ce parcours-là, il y en a quand même plusieurs, presque la moitié, je vous dirais, de nos étudiants à la maîtrise en design d'interaction sont des designers graphiques. Donc, c'est pour ça aussi qu'on trouve intéressant d'en parler aujourd'hui. Vont terminer leur programme universitaire avec environ 140 crédits. Okay? Donc, on est des spécialistes de design de communication au sens large, dans le sens où on a parmi nous des gens qui vont travailler spécifiquement en design d'information, en design d'interaction, en design de service, en design d'expérience, etc. Donc, même si depuis 20-25 ans, depuis le début de l'expérience professionnelle de certaines personnes dans notre équipe, les choses ont évolué, on remarque qu'encore aujourd'hui, en design graphique, en enseignement du design graphique, on est beaucoup au niveau du savoir-faire. Okay? Nous, on a essayé, dans notre pratique d'enseignement, d'intégrer tranquillement de la théorie. Même si cette intégration-là, introduction-là, s'est faite de manière douce et
modérée, on a quand même vu des changements importants et impressionnants, je vous dirais même, chez nos designers à l'école et sur le marché du travail. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça l'objectif de notre présentation, c'est de faire état de ces constats-là et d'encourager quelque part l'enseignement de la théorie dans nos filières du design. Donc, pour ce faire, on a posé 3 questions. Donc, la première, pourquoi l'enseignement théorique en design graphique? On peut se le demander. Ensuite, lesquelles théories, si on accepte qu'il faut en enseigner, lesquelles devrait-on enseigner? Puis finalement, d'accord, mais comment les enseigner dans des filières qui ont déjà beaucoup de contenu, peut-être beaucoup de méthodes? Comment enseigner cet élément supplémentaire-là de connaissances? Alors, c'est à ces questions-là que je vais essayer de répondre aujourd'hui avec vous. Donc, le pourquoi. Première réponse qu'on donne au pourquoi, pour nourrir les fonctions créatives et analytiques d'un point de vue cognitif. On le sait depuis longtemps, la recherche en cognition, la recherche sur la créativité, la recherche scientifique a explosé depuis les années 60. Donc, ça fait longtemps déjà qu'on étudie ces phénomènes-là. La créativité, on sait que ce n'est pas magique, on sait que ce n'est pas un processus qui sort de nulle part. On est loin de la black box dont on parlait il y a quelques décennies. Okay? On comprend aujourd'hui que la créativité est nourrie par les connaissances du designer. Que cette connaissance-là peut aider à développer de la flexibilité cognitive et des capacités analytiques plus profondes, plus poussées. Okay? Donc, de un, la théorie permet de nourrir ces capacités-là créatives, qui souvent, on est porté à dissocier créativité et connaissance. Mais au contraire, ça fonctionne ensemble, puis le savoir, la science nous le démontre. Deuxièmement, en design de graphique, en design d'interaction, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Okay? L'expérience utilisateur, quand est-ce qu'on peut l'observer? C'est au moment de l'usage, une fois que le destinataire a reçu l'artefact et l'a utilisé. Mais comment fait-on pour comprendre cet effet-là? Okay? Si on n'a pas de base théorique ou si on n'a pas de connaissances théoriques pour décrire, pour expliquer ces phénomènes liés à l'expérience d'usage, on risque d'interpréter, on risque d'y aller avec notre instinct, on risque d'y aller se baser sur l'expérience qu'on a, mais ça reste près de l'improvisation. Alors que si on comprend que la cognition, les phénomènes de traitement cognitif, traitement d'information chez l'humain passent par sont étudiés par des sciences telles que des domaines tels que la sociopsychologie, la biopsychologie, la neuropsychologie, domaines qui expliquent la perception puis la réception d'informations, on est plus en mesure d'expliquer le phénomène de réception, d'expérience vécue par le designer. Donc, c'est notre deuxième réponse. Ensuite, à partir du même schéma, on dit aussi, d'accord, mais on peut en plus de ça, si on a plus de base théorique, on peut améliorer l'efficacité des artefacts que l'on produit. Il y a l'expérience d'usage, d'accord, mais il y a aussi le produit. Si on a plus de théorie, si on a des connaissances plus solides, on va être en mesure, avec, disons, une approche de reverse engineering, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui a fonctionné, d'appuyer, de justifier, d'argumenter pourquoi cet artefact-là était problématique ou fonctionnait bien, au contraire, et puis l'améliorer. OK? Donc, on pense sincèrement que la théorie peut nous aider à améliorer l'efficacité des artefacts que l'on produit. Ensuite, la théorie, un autre volet un petit peu différent. On croit que la théorie, en fait, on est pas mal persuadé de ça, la théorie peut enrichir, appuyer et structurer les discours des praticiens en devenir. Même si aujourd'hui, on est dans une époque où on parle beaucoup de collaboration, co-design, travailler ensemble, n'empêche que nous, ce qu'on observe, c'est que nos designers travaillent quand même de plus en plus dans des équipes où il y a concurrence d'expertise, où ils doivent jouer la joute argumentative, où ils doivent défendre leurs propos, où ils doivent justifier leur approche, leur décision, leur méthode. Donc, si nos designers ne sont pas outillés pour jouer cette joute-là, les autres experts qui viennent peut-être de sciences de la santé, d'ingénierie, d'éducation ou autres,
vont probablement... c'est ça, excusez, j'ai été de... Bon, ça va être difficile de gagner l'ajout explicative, d'accord? Donc, 5e raison, parce que la théorie nous permet de nous appuyer sur des savoirs et des données existantes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les données, le terme de données probantes ou théorie démontrée. Nous, on travaille avec des gens, beaucoup avec nos étudiants dans le domaine de la santé. Et puis, le domaine de la santé, il est fort sur les données probantes. Donc, il nous demande de travailler avec ces données-là, avec des données qui démontrent des trucs, puis travailler avec la théorie. Êtes-vous capable de démontrer? Êtes-vous capable de prouver? Sans vouloir aller du côté de l'ingénierie ou de la science fondamentale, pas du tout. On pense qu'il faut quand même être à l'aise avec ces données-là pour pouvoir parler avec ces collègues-là avec qui on travaille, puis être au même niveau, être capable d'attaquer des mandats complexes, OK? Sinon, il faut se réfugier dans des mandats un petit peu plus faciles. Et finalement, on pense que la théorie permet de préparer plus convenablement les étudiants de premier cycle au 2e cycle et au 3e cycle. Parce que nous, on a remarqué que nos étudiants du premier cycle, souvent, sont plus ou moins prêts à attaquer des études de 2e cycle avec la théorie qu'ils ont présentement. Puis, on remarque aussi que ceux de 2e ne demandent qu'en recevoir plus. OK? Donc, voilà pour le pourquoi. Maintenant, lesquels? Ici, on en a listé 7 grandes catégories. Donc, d'abord, l'épistémologie du design, donc les fondements de la connaissance générale et propre au design. On a la 2 qui traite de la perception et de la cognition. La 3 au niveau de la motivation et des émotions. Ensuite, les comportements humains. Là, je les passe rapidement pour être certaine d'avoir le temps. Les éléments méthodologiques. Ici, je fais référence aux tests, à l'évaluation. L'histoire de la discipline, l'histoire générale. Parce que tout domaine mature devrait tirer profit des enseignements du passé. Puis finalement, les théories spécifiques aux autres domaines avec lesquels on travaille. Nous, nos étudiants, on essaye de leur apprendre à travailler avec ces différentes théories-là qui viennent de médecine, qui viennent d'ingénierie, qui viennent de marketing, parce qu'on considère que le designer, souvent, doit agir d'une certaine façon comme un généraliste de ces connaissances-là quand il arrive dans une équipe. C'est pas lui le spécialiste du contenu, mais il doit être capable de se l'approprier et de se faire une tête là-dessus. OK? Donc ça, c'est les 7 grandes raisons, 7 grands ensembles de connaissances qu'on pense qu'on devrait enseigner. Puisque perception visuelle, on s'entend parce que les artefacts du design graphique sont conçus d'abord pour être vus. OK? Émotion et motivation, on parle sans cesse de emotional design, d'accord? Mais comment s'assurer qu'on fait réellement du emotional design si on n'a pas de base théorique sur les émotions et la motivation? 2 systèmes fondamentaux chez Sapiens. OK? Question qu'on peut se poser. Comportement humain. L'objectif principal des projets de design graphique, habituellement, c'est d'encourager un changement de comportement, d'initier un changement d'attitude, etc. Il y a des théories, il y a de la connaissance qui traite de ce sujet-là. Si on ne la connaît pas, comment réellement y arriver, autre que par essai et erreur? OK? C'est ce qu'on croit. Puis, méthodologie, ici, comme je vous disais, je faisais référence à l'évaluation, la démonstration des effets, parce que lorsqu'on travaille avec des équipes multidisciplinaires, souvent, ça nous est demandé de démontrer. OK? On n'a pas nécessairement besoin d'être expert là-dedans, mais je pense qu'il faut avoir au moins une introduction à ces domaines-là pour être capable d'en parler. Puis l'histoire, c'est comme je vous disais, tenir compte des enseignements du passé, et théorie spécifique parce qu'on est souvent en équipe inter- et multidisciplinaire. Finalement, la 3e question à laquelle on voulait répondre, c'est comment? OK? Comment enseigner ces théories? Dans un domaine qui n'est peut-être pas nécessairement, ça ne fait pas partie nécessairement de la culture fondamentale d'enseigner, de lire, d'écrire, de rédiger, de se creuser la tête, d'aller fouiller dans des études scientifiques. Comment on fait ça? Donc, ce qu'on propose, nous, d'abord, ça prend des efforts du côté des professeurs et des comités de programme. Il faut la volonté d'ajouter des cours. Il faut la volonté d'ajouter des cours spécifiques aux éléments que je vous ai mentionnés avant. La motivation, l'émotion, l'histoire, la cognition, la perception visuelle, la perception sensorielle, etc. De notre point de vue, ça prend un bon 15-20 crédits
dans un bac de ce genre de notions-là pour que ça fonctionne, puis pour que réellement on apprenne de ça. Ensuite, on croit qu'il faut augmenter la présence de la recherche universitaire au premier cycle. Okay? On croit qu'il doit y avoir une osmose entre la recherche qui se fait au troisième et au deuxième et au premier. Puis ça, souvent, nous, on remarque que des fois, il y a une barrière entre les deux. C'est difficile d'amener la recherche au premier cycle, alors que lorsque les étudiants sont sensibilisés par des profs chercheurs ou par des étudiants chercheurs à ce qui se fait au deuxième, les yeux s'ouvrent puis on découvre cet univers-là qu'on ne connaît pas. Donc souvent, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un manque de connaissances. Donc on croit qu'il doit y avoir partage là. On devrait aussi, comme programme ou comme école, définir un programme de lecture qui soit scientifique ou vulgarisé, mais ensemble s'entendre sur c'est quoi les bases. Puis on en a vu plein aujourd'hui des auteurs importants en théorie du design. Je pense que ça se fait assez bien, ça, ici. On doit aussi augmenter la charge rédactionnelle. C'est pas le fun d'entendre ça des fois comme designer parce que c'est pas ce qu'on préfère faire souvent. Hein? On entend ça des fois. Ah, moi, je suis un visuel. L'écriture, c'est pas ma tasse de thé. OK? Mais ça, c'est un mythe démontré. L'écriture, la communication, la lecture, c'est les meilleurs outils, les meilleures armes que peuvent développer un designer pour justifier, argumenter ses décisions. OK? Donc, on y croit sincèrement. Finalement, on pense aussi qu'on pourrait augmenter et réaménager la charge globale de la formation en design graphique. Parce que l'ajout de théorie, même si nous, ce qu'on veut, c'est loin de... On ne veut rien enlever, on veut ajouter. Mais en ajoutant, bien sûr, ça va aussi augmenter la charge, OK? Mais on croit quand même que tout doit cohabiter. L'idée ici n'est pas de tasser ce qui existe déjà, mais d'ajouter des éléments. Un peu plus de densité de contenu avec une vision de cohabitation. Et finalement, une chose que nous, on fait et qui fonctionne assez bien, on encourage fortement nos étudiants à aller lire puis à intégrer tout au long de leur processus de design différents ouvrages, différentes sources scientifiques dans leur projet pour appuyer tout au long du projet leur processus décisionnel. Donc, on pense que c'est un élément qui fonctionne assez bien aussi. Alors voilà, je pense que j'ai dépassé un petit peu mon temps, mais merci beaucoup tout le monde. S'en vient. C'était un PDF, c'est ça? C'est trouvé là, je te laisse. Flèche. Ah si, Martin. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Marie Blanc, je suis actuellement en 3e année de design graphique à l'UQAM. Écoutez, je suis très heureuse d'être là, de pouvoir assister à cette belle journée et également de pouvoir débattre au sujet du design graphique, que ce soit au niveau de son enseignement, grâce à cette intervention, mais aussi au niveau des enjeux actuels et futurs. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée, mais ça va bien se passer. Donc, c'est ça. En fait, je commencerai ma présentation par un mot que je trouve qui serait pertinent pour la présenter. Ce serait le mot « tentative », en fait. Le corps professoral de l'école de design graphique nous laisse souvent le choix à nous, étudiants, de pouvoir nous exprimer sur des sujets qui nous tiennent à cœur, un petit peu plus que d'autres. Et c'est le cas pour cette présentation. À l'automne 2019, en fait, dans le cours de synthèse, qui représente en fait l'avant-dernier cours avant la validation de notre baccalauréat, on avait cette année, l'occasion de travailler sur un sujet qui était très pertinent, qui était la refonte de l'identité visuelle de l'école de design de l'UQAM. Après y avoir pensé, puis en avoir parlé également avec mon professeur, je me suis dit que pour moi, en fait, la meilleure façon
de pouvoir faire rayonner l'école en dehors des frontières du Québec, parce que c'était ça aussi le but, ça aurait été en fait de penser à un nouveau programme en fait, à l'école de design de l'UQAM, et ça fait partie de ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup de recherches, etc. J'ai beaucoup réfléchi, forcément. Puis, je vais vous présenter en fait les fondements de ce nouveau programme que je trouvais pertinent. Donc, la première chose que je trouvais très intéressante, ce serait dans le programme. En fait, là, c'est vraiment là, on parle plutôt de ce qui est ce qui le fonde en fait. Donc, ça serait premièrement la construction du cheminement de pensée de l'étudiant. Donc ça pourrait se faire en 3 étapes. Donc la première étape, ce serait apprendre. La deuxième, ce serait désapprendre, donc modeler un petit peu, pour une 3e étape qui serait plus concevoir. Et effectivement, il y aurait un parallèle à faire entre les 3 années de notre baccalauréat. La deuxième chose que je trouvais très intéressante, c'était effectivement quand on parle de design, les champs de pratique et les modèles en design sont aujourd'hui multiples. Et pour la construction de ce programme, en fait, j'opte pour un décloisonnement total des compétences qui permettrait justement, on en a parlé juste à l'instant, donc le décloisonnement en fait, des compétences permettrait justement de mettre en place un programme qui serait axé sur la fluidité et l'interdisciplinarité. Donc en fait, en première année, on aurait justement un noyau global qui serait vraiment théorique et qui serait suivi par l'ensemble des élèves au bac en design. Et ensuite, ce serait simplement à partir de la 2e année qu'il y aurait en fait l'émergence de dominantes. Donc les dominantes que j'ai marquées ici sont les suivantes. Donc on aurait textile, espace, produit, graphisme et interaction. Et ce serait vraiment à partir de la 2e année que l'élève en fait, serait capable de choisir ou de ne pas choisir. En fait, ça dépend parce que ce que je proposais, c'est que si l'élève a envie de faire, d'opter pour un parcours qui serait transversal, il serait capable de le faire autant que spécifique s'il a plus envie de se spécifier dans quelque chose. Et la 3e chose que je trouvais vraiment pertinente, effectivement, ce serait, on en a parlé aussi, qui est très important pour moi, ce serait de voir le programme comme une espèce de transition. Donc en fait, on apprendrait du passé et on reprendrait tous ces acquis-là, etc., pour aller vers le futur. Donc par exemple, on en parlait ce matin au niveau de tout ce qui était environnemental, c'est très important, mais également aussi le passage du physique au virtuel numérique. Je trouvais ça assez pertinent. Donc là, on est vraiment dans les fondements. Puis au niveau de l'organisation du programme, voilà comment ça se passe. Alors effectivement, pour des contraintes de temps, je me suis uniquement focalisée sur les dominantes graphiques et interactives. Donc dans ces dominantes-là, en fait, il y a eu la mise en place de l'équivalent de 2 baccalauréats qui sont en fait un choix de 60 cours. En première année, on aurait un tronc commun de 8 cours de propédeutique qui seraient vraiment des cours, donc des cours théoriques. Là. Ensuite, en 2e année, on aurait le développement de cours autour de 9 axes d'études que je vais vous parler tantôt. Et la 3e année, ce serait la validation des cours au niveau de cours projet. Et ensuite, on aurait des cours techniques complémentaires formant sur les logiciels. Donc là, c'est vraiment... Donc voilà ce que ça donnerait. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Par exemple, si on prend la première année, donc là, on est vraiment dans la théorie, donc suivi par l'ensemble des élèves aussi, comme je l'ai dit tantôt. Donc là, je vous ai donné 2 exemples de cours que je trouvais vraiment intéressants. En première année, au 1er trimestre, on aurait un cours d'histoire du design qu'on a déjà actuellement. Et en 2e année, il y aurait un autre cours, pas en 2e année, excusez-moi, au 2e trimestre, on aurait un 2e cours qui serait le cours de futur des designs, où là, on apprendrait beaucoup plus tout ce qui est pratique émergente. Donc il y aurait vraiment un parallèle justement dès la première année entre le passé et le futur. Là, on a les formations techniques, donc ça c'est vraiment des cours au niveau plus technique. L'organisation de la 2e année, comme je l'ai dit tantôt, donc il y aurait 9 axes d'études que j'ai élémentarisés. Donc là, il y a plusieurs axes. Donc par exemple, on pourrait penser photographie, mouvement, illustration, typographie, écriture, interaction, programmation.
et de chaque côté, espace et matérialité physique et espace et matérialité virtuelle. Le premier cours que je vous ai montré ici, donc, ce serait vraiment si par exemple l'étudiant voulait développer des compétences en termes d'espace et dans l'axe d'espace et matérialité virtuelle, il pourrait prendre un cours qui lui permettrait ensuite d'avoir accès à d'autres cours. Donc ce premier cours par exemple qui serait obligatoire pour développer cette compétence, c'est fondement de la création tridimensionnelle numérique. Donc là c'est vraiment un cours de 3D de base. Et dans un deuxième temps, il aurait accès à d'autres cours dans le même axe. Et j'ai voulu vous présenter celui-ci que je trouvais assez intéressant, qui était en fait représentation du vivant physique et numérique. Donc là, en fait, on aurait un parallèle justement entre le physique et le virtuel numérique que je trouvais intéressant. Puis, c'est simplement un cours en termes de représentation humaine. Donc à la base, c'est vraiment un cours d'illustration, représentation humaine, qui serait formé un atelier, un cours exploratoire, dans lequel, en deuxième partie, on irait travailler justement sur la modélisation des dessins qu'on aurait faits, mais en 3D. La troisième année, donc là, la troisième année, on est dans quelque chose de très libre. En fait, on pense qu'après ça, l'étudiant qui aurait gagné justement du savoir-faire, etc., il serait capable de proposer lui-même ses propres projets de manière totalement libre. Donc il pourrait le faire sur une année s'il avait envie, ou plusieurs, ou simplement un trimestre. Et il pourrait le faire en équipe, seul, et il pourrait allier plusieurs disciplines ou être très spécifique. Donc voilà, je voulais simplement ajouter en fait juste deux petites choses. Évidemment, quand j'ai créé mon programme, j'ai absolument rien inventé. Je me suis servi de ce qui existait déjà dans notre réseau, et notre réseau est immense. Il y a plein de cours qui existent, qui sont vraiment très intéressants. Donc la première chose, effectivement, je me suis basée tout ce qui était à l'école de design, puis à l'UQAM, mais aussi à l'Université de Québec. Et je trouvais que d'avoir un espèce de voir le design comme quelque chose qui pouvait justement se nourrir de ce qui existait déjà, et en même temps contaminer un petit peu d'autres disciplines, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc je pense aujourd'hui qu'on est dans un monde qui se complexifie, puis on va résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Donc je pense que le défi, c'est de les résoudre ensemble. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. C'était trois super présentations. Merci. Maintenant, on va passer aux questions, en fait. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez... oui? Bonjour, Philippe Fortin, enseignant en graphisme au Collège Annecy. Ma question s'adresse davantage à l'équipe de l'Université Laval. Il y a quelque chose... premièrement, bravo à vous trois. Beau travail, c'est vraiment super intéressant. Ma question, c'est par rapport à la charge de travail, mais pas nécessairement la charge de travail des enseignants, mais surtout, si on regarde une grille de cours, puis vous avez bien présenté les crédits et tout, si on ajoute ces fameux cours sur la théorie du design, comment on va réussir à faire de la place sans nécessairement trop enlever? Puis est-ce que vous avez pensé à cibler les choses que vous alliez éventuellement diminuer dans le temps? En fait, nous, là, on s'est basé beaucoup sur notre expérience là-dedans. Fait que c'est sûr que le futur n'existe pas encore. Là, à un moment donné, il va falloir réviser nous aussi notre programme, puis on verra là, à ce moment-là. Fait que on n'a pas nos 15 crédits de théorie au bac, là. On n'a pas ça. Mais par contre, la façon dont, pour l'instant, on l'a intégré, c'est à l'intérieur des cours actuels. Donc, je pense que c'est une autre voie aussi, là. Ce serait merveilleux d'avoir des cours dédiés à la théorie, certainement parce qu'un peu comme tu nous as présenté, si au départ d'un bac, on se nourrit de connaissances, puis qu'en plus, ensuite, on peut s'appuyer là-dessus pour concevoir des trucs plus pertinents, merveilleux. Mais là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que justement, on encourage nos étudiants à lire, à aller fouiller, à se faire une tête pendant les projets, ou en parallèle, ou avant, après, en amont, etc., les projets. Donc, ils se nourrissent tout au long, puis surtout au début.
Donc, c'est un peu comme ça qu'on le fait au travers. Mais certainement, l'idéal, à notre avis, ce serait d'en avoir des cases dédiées. Mais bien sûr, il faut revoir et réaménager le reste, ce qui n'est pas évident. Mais je pense que c'est faisable. On est des designers, on est créatifs. Je pense qu'on peut y arriver. Ouais. Merci. D'autres questions? Oui? Oui, bonjour. César, designer UX chez Desjardins. Je voulais savoir un petit peu pour tout le monde, est-ce que aussi vous avez imaginé s'il y avait des possibilités de mixer des formations professionnelles avec des cours suivis par des étudiants, dans l'idée que des professionnels qui sont actifs pourraient intégrer certains cours dans des horaires flexibles avec des étudiants pour mixer les compétences dans les équipes, mixer les expériences, avoir cet esprit un petit peu d'étudiants avec des nouvelles perspectives, mais un savoir qui est encore à construire et un professionnel qui a des réalités et le mix avec justement cet étudiant qui pourrait être intéressant. Merci. C'est hyper intéressant. Puis je pense qu'en effet, aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est une réalité de plus en plus évidente, là. Les gens sur le marché, il y a de la formation continue, puis on a besoin d'apprendre tout au long. À l'Université Laval, l'université en tant que telle, je ne parle pas de l'école de design, mais vraiment comme l'institution en général, il y a cette volonté-là d'intégrer puis de faire de la place à la formation à vie pour que tout le long de notre parcours professionnel, on puisse apprendre. Chez nous, on n'a pas encore ce genre de cours-là, mais c'est certainement une avenue intéressante, là. Oui, tout à fait. D'autres questions? Oui. Alors, ma question s'adresse un peu à tout le monde. On parle de formation, on parle de théorie, tout ça, mais il y a l'aspect pratique, réel des choses, Illustrator, Photoshop, etc. Puis j'aimerais ça avoir un peu votre point de vue là-dessus, parce que tous ces outils-là évoluent constamment, puis on le voit que les institutions ne sont pas capables de bouger à la même vitesse. Comment vous voyez ça, là? Ça, institution, j'entends Université Laval. Je vais prendre le temps. En fait, corps professoral, programme, appelez ça comme tu veux. C'est vrai que c'est un défi. Je pense en design, peu importe la filière, là, je pense que la technologie, surtout les outils de production, de conception, c'est un beau défi de suivre ça. Faut faire il y a des choix qui peuvent être faits. Nous, par exemple, si je pense à la maîtrise en design d'interaction, c'est sûr que c'est au niveau d'une maîtrise, OK? Mais n'empêche qu'à un moment donné, il y a 20 ans, quand la maîtrise a débuté, il y avait, je pense, 3 cours de programmation informatique là-dedans, puis d'autres cours plus spécialisés aussi. Puis avec le temps, on a réalisé que nos étudiants, nos designers qui sortaient sur le marché n'arriveraient jamais à la cheville des programmeurs. C'est des spécialités en soi, c'est des expertises énormes. Donc, c'était beaucoup de crédit qu'on accordait à des spécialités qui finalement leur servaient pas autant que le temps qu'ils passaient là-dedans. Donc, on a choisi cette maîtrise-là de sortir la programmation, puis de concentrer nos cours sur la conception. Donc, on a dit, on va en faire des meilleurs concepteurs, et non, ils ne seront plus des programmeurs, en effet, ils n'auront pas touché au code, mais on a d'autres cours qu'on intègre, comme par exemple, on a un cours où on reçoit des invités qui viennent du domaine de la programmation, puis qui nous racontent leur expérience professionnelle. Donc, on a une espèce de partage comme ça, mais nos designers, on s'est arrangé pour leur donner la place dans notre programme, on leur donne la place de conception. On essaie d'en faire des meilleurs concepteurs. Mais après, au niveau du bac, il y a un défi supplémentaire au logiciel, certainement. Pour l'instant, c'est ça. On a des cours de logiciel, puis on a des cours d'atelier. Puis à travers les cours de plus magistraux, il y a de la théorie, etc. Donc, c'est un beau casse-tête. Mais tu vois, à la maîtrise, ça a été plus... on l'a fait le choix, là. Je ne sais pas si je t'entends. Je voulais simplement peut-être ajouter que moi, je le vois plus comme des outils. Alors, c'est vrai que ça reste un outil à apprendre. Je ne parle pas de la programmation parce que c'est autre chose, mais parce que c'est un langage et tout, mais peut-être que, je ne sais pas, je trouve que la conception, selon ce que je pense, c'est plus important de développer ça. Un outil, il faut qu'on passe du temps dessus, mais ça reste un outil. Pour moi, je le vois plus comme ça. Donc, je sais pas. Ça devient comme un peu quelque chose de secondaire, là, pas forcément quelque chose théorique, pas forcément quelque chose de secondaire, mais dans lequel on devrait passer peut-être moins de temps, parce que justement, ça évolue tellement vite que si on a envie d'apprendre quelque chose de très spécifique, à ce moment-là, si on a envie de mettre du temps dessus, oui, mais c'est comme, je trouve que le fait de scinder, c'est pertinent en termes d'apprentissage.
tout le propos de ma présentation, là, mais je bondis là-dessus, mais c'est peut-être aussi une réflexion à avoir entre le pont entre collégial puis universitaire aussi, peut-être. Les apprentissages techniques, normalement, c'est davantage du côté collégial, alors qu'on a toujours un mix. On a de la conception, évidemment, au collégial également, mais c'est peut-être là où il y a un élément de réponse par rapport à ta question. Merci. Ah, c'est bon? Alors, je vous remercie énormément. On va passer...